Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur CGTN français. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au premier plénum du 19e comité central du Parti communiste chinois, à l'issue duquel seront élus les membres permanents du nouveau bureau politique central. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau M. Wu Zexi, ancien ambassadeur de Chine, que la carrière a mené en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Et avec nous également en duplex notre journaliste Han Yingya et du Grand Palais du Peuple pour nous donner les nouvelles les plus récentes. Bonjour Han Yingya. Bonjour Pan Wang. Vous avez couvert le 19e congrès national du PCC depuis le début, alors pouvez-vous faire un résumé sur ce congrès? Bonjour. Hier, le 19e congrès national du Parti communiste chinois s'est clôturé avec un grand succès. Et ce matin, la première session plénière du 19e comité central du PCC a été organisée. Très bientôt, la nouvelle direction centrale va rencontrer la presse au Grand Palais du Peuple. Ce congrès n'est pas seulement intéressé les Chinois, mais aussi pour les étrangers. Depuis le début du congrès, nous avons interviewé plusieurs journalistes étrangers pour connaître leurs impressions et leurs commentaires sur ce grand événement chinois. Pour de nombreux médias, l'un des moments forts était le rapport présenté par le président chinois Xi Jinping lors de la session d'ouverture. Certains le qualifient comme brillant et ils sont très intéressés à la vision de Xi sur l'interaction entre la Chine et le monde. Je vous cite deux exemples. Un journaliste sénégalais nous a dit que ce rapport indique les grandes lignes du futur de la Chine, mais il aura aussi un grand impact sur le reste du monde. Parce que la Chine a vu aujourd'hui son influence accroître dans le monde et la présence de la Chine sur la scène internationale ne se limite pas à l'économie, mais également au niveau politique, social et culturel. Un autre journaliste indien se dit content d'entendre que la Chine va continuer à ouvrir son marché et élargir l'accès aux investissements étrangers. Et pour lui, face à une montée du protectionnisme dans le monde, la Chine joue un rôle d'acteur responsable et prône une mondialisation plus inclusive et une coopération mutuellement bénéfique. Dans son rapport, le secrétaire général du pays, Xi Jinping, a annoncé que le socialisme à la chinoise, après avoir parcouru un long chemin, était entré dans une nouvelle ère. Et à l'époque présente, la principale contradiction à laquelle la société chinoise est confrontée est une contradiction entre un développement insuffisant et une aspiration sans cesse croissante de la population à une meilleure vie. Et d'après Xi, la modernisation socialiste sera réalisée en Chine en 2035 et la Chine verra alors sa puissance économique, scientifique et technologique accroître considérablement. À vous, Pan Wang. Merci à Han Yingya pour toutes ces informations. Parmi les temps forts du Congrès national du PCC, l'amendement au statut du parti. Cette conférence a gravé dans le marbre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère comme principe directeur suprême. La nouvelle ère fait référence à une nouvelle phase de développement qui marque un tournant avec le passé. Le PCC dit que les statuts se conforment aux besoins d'innovation théorique, pratique et développement. CGTN s'est entretenu avec un professeur de l'école du parti qui a suivi l'histoire des changements de la charte et leurs raisons. La nouvelle génération du plus grand parti politique du monde. Ces nouveaux membres seront ceux qui porteront le communisme vers la nouvelle ère de la Chine. Le professeur Chen Chuanliang de l'école centrale du parti étudie l'histoire du parti depuis 20 ans. Mettre les dernières pensées sur la gouvernance dans les statuts permet de consolider le consensus. Mettre les réalisations théoriques et les expériences pratiques dans les statuts aidera à promouvoir le développement de tout le pays dans la nouvelle ère avec de nouvelles tâches. Chen Chuanliang dit que le fait de placer la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère dans les statuts du parti montre la signification de sa position centrale et de son rôle historique. Cette nouvelle pensée porte un large éventail de significations et clarifie le rôle primordial du parti, la stratégie et les politiques de rajeunissement pour rendre plus fort et plus moderne le pays d'ici le milieu du siècle. Ceci inclut le changement de la contradiction principale, l'édification de la confiance dans le chemin, la gouvernance basée sur la loi, la construction d'une armée forte et de nouveaux types de relations internationales. Certains principes sont obligatoires, comme la direction du parti dans tous les travaux, une approche centrée sur le peuple, l'approfondissement des réformes et une nouvelle vision pour la croissance.
Cet amendement est basé sur les précédentes pensées du parti pour fournir de nouvelles idées et solutions dans la façon de traiter les nouveaux défis et contradictions de la société qui entrent dans la nouvelle ère. Le professeur Chen dit que la révision est une tradition du PCC dans l'avancée avec le temps. Presque tous les congrès du parti ont amendé les statuts. Et une fois que les nouvelles pensées sont inscrites, elles guident le pays dans une nouvelle direction irréversible. Les statuts du PCC est un petit livre, mais il contient toutes les pensées et tous les principes qui guident le plus grand parti politique du monde. Chaque direction a laissé son empreinte. Aujourd'hui, la pensée de Xi Jinping a été inscrite. Et sa mise en œuvre signifie que c'est un nouveau chapitre pour le parti, le pays et le peuple. Le 19e congrès national du PCC vient de se clôturer sur un dernier discours de Xi Jinping. Nos journalistes étaient présents pour recueillir les commentaires de délégués. Le 19e congrès national a été l'occasion d'approfondir la direction que va prendre la Chine dans l'avenir. Les réformes vont se maintenir, permettant au pays d'espérer l'avènement d'une société de moyenne aisance d'ici une quinzaine d'années. À l'issue du discours de clôture, des délégués du parti se sont exprimés sur les résultats atteints et les mesures qui vont se mettre en place prochainement dans le pays. Comment refléter le rôle dirigeant avancé du Parti communiste? Comment réunir toutes les unités et les ethnies du pays? Notre parti est un bon exemple. Le président Xi privilégie les intérêts du peuple. Il dirige le parti pour apporter le bonheur au peuple chinois et le renouvellement à la nation chinoise. C'est un grand rapport. La nation chinoise est éprise de paix et la culture chinoise préconise l'harmonie. Je crois que la Chine deviendra un pays puissant, civilisé et démocratique. À travers ce rapport, je pense que les autres pays verront la confiance du Parti communiste de rester étroitement unis au peuple chinois et au monde entier en partageant le même destin. Ainsi se termine le 19e congrès national du Parti communiste, un événement politique majeur en Chine et qui a également attiré l'attention du monde entier. Les grandes lignes pour ces 5 prochaines années ont été tracées, avec une attention portée à la fois sur l'intérieur du pays, mais également sur les relations de la Chine avec l'extérieur. La Chine s'impliquant de plus en plus sur la scène internationale. Nicolas Ranzin, CGTN français. Le secrétaire général du PCC Xi Jinping dit dans son rapport de travail au 19e congrès national que le renforcement des normes dans l'éducation était fondamental dans l'élan de la Chine vers le rajeunissement national. Il a appelé à apporter une attention particulière aux zones rurales dans un effort pour s'attaquer au développement déséquilibré du pays. Notre reporter a voyagé dans le Henan, dans le centre de la Chine, une 3e province la plus peuplée du pays, pour voir comment les autorités se saisissent du sujet. À l'école primaire de Datiaolu, dans le centre-ville de Zhengzhou, 2000 élèves commencent une nouvelle semaine. Ils sont en forme, propres et bien habillés. Pourtant, seul un quart d'entre eux vient de cette zone, la vaste majorité n'étant ici que parce que l'école a un bon niveau. J'ai été transférée dans cette école de mon village il y a 2 ans. J'ai été très impressionnée par l'espace qu'il y a ici pour jouer. Cette école propose un grand nombre d'activités extracurriculaires et tous les cours sont intéressants. Wang Yifei allait auparavant dans une école bien moins équipée d'un village dépendant de la ville de Huzhou, à environ de 70 km de Zhengzhou. Elle profite à plein de ce que sa nouvelle école a à lui offrir. Elle développe des intérêts académiques grâce à l'aide de professeurs qualifiés et à des locaux attrayants. Nous avons fait 1 heure de voiture vers le sud pour atteindre la ville de niveau du district de Xinzheng. Là, nous avons découvert une école primaire rurale typique, comme celle que fréquentait Yifei. L'école primaire Sugang a été fondée à la fin des années 40, mais c'est depuis cette année seulement que les élèves apprennent l'anglais, une discipline pourtant cruciale dans la Chine d'aujourd'hui. Aucun nouveau diplômé n'est venu enseigner ici depuis 10 ans. Nous n'avons que 6 professeurs sur le campus, enseignant à des élèves de 6 niveaux différents. Le bâtiment a besoin d'être réparé car le toit fuit durant la saison des pluies. Mais je travaille ici depuis 8 ans et j'aime beaucoup cet endroit. J'espère que cette école ne disparaîtra pas.
Voici l'une des 20 000 écoles primaires de la province du Henan. Elle accueillait 200 élèves en 2012, mais en raison de la baisse du nombre de professeurs, de ressources inadéquates et d'une cantine incapable de répondre aux normes de santé et de sécurité, plus de la moitié des élèves ont été retirés par leurs parents pour les envoyer dans de meilleures écoles. L'école n'ayant pas de cantine, les élèves doivent rentrer à la maison pour le déjeuner. Mais ce n'est pas un inconvénient pour ceux qui choisissent de rester. Ils souhaitent surtout d'autres types d'améliorations. J'espère pouvoir étudier dans une meilleure école avec une bibliothèque et où tous les élèves pourraient apprendre et s'amuser ensemble. J'espère aussi que davantage de professeurs travaillent ici. C'est mieux si chacun est concentré sur un seul sujet. À la fin de l'an dernier, la province a injecté plus de 16 milliards de yuan dans l'amélioration des équipements de base et les ressources éducationnelles des écoles d'éducation obligatoire. Cette année, la province recrute 3000 professeurs généraux. Ils aident les enfants des campagnes à rapprocher l'éducation de leur lieu d'habitation, même si tous ne peuvent pas déménager dans la grande ville. Pour une meilleure éducation, nous espérons pouvoir leur donner un meilleur départ dans la vie. La Chine a dit sa volonté de donner la priorité à l'éducation. De plus en plus d'élèves bénéficient des améliorations récentes, mais plus d'efforts doivent être faits pour mieux équilibrer la façon dont les ressources sont distribuées. Lorsqu'il a présenté son rapport de travail à l'ouverture du 19e Congrès national du PCC la semaine dernière, le secrétaire général Xi Jinping a déclaré que le pays était en train de faire tout ce qu'il pouvait pour lancer une campagne de santé publique et fournir des services complets par le biais de plus de réformes médicales. Toutefois, la Chine fait encore face au problème des ressources médicales limitées et déséquilibrées. Et certains grands hôpitaux explorent les manières de résoudre cela. Notre journaliste Yang Jinghao nous en dit plus. Cette fille de 14 mois de Ruel, le district le plus au sud-ouest de la préfecture autonome Yi du Sichuan, a pu être soignée pour son pouce à l'hôpital provincial du peuple à Chengdu, mais 4 mois après, on lui a diagnostiqué une malformation vasculaire. Nous avions un grand problème. Les hôpitaux de ma ville et même des villes voisines ne pouvaient pas soigner la maladie. Alors nous avons dû nous tourner vers cet hôpital pour avoir de l'aide. La famille a réussi à avoir un rendez-vous après un diagnostic effectué par un mécanisme de télémédecine spéciale. Mais tout le monde n'est pas aussi chanceux que cette petite fille. Des millions de personnes dans les régions reculées s'inquiètent encore du manque d'accès à des ressources de santé de grande qualité. Pour avoir le traitement dont ils ont besoin, de plus en plus de patients affluent dans les prestigieux hôpitaux des grandes villes. Jiahua, également docteur, a de forts sentiments sur cela. Le manque de docteurs compétents est un problème qui perdure dans les petits hôpitaux. Pire encore, beaucoup d'entre eux choisiront de travailler dans de meilleurs hôpitaux quand ils en auront l'opportunité. Cela a aggravé davantage la situation. En réponse, l'hôpital provincial du peuple du Sichuan a présenté le système de télémédecine il y a quelques années. Maintenant, il coopère avec environ 200 hôpitaux de districts et municipaux et projette même d'inclure certaines cliniques de village. Le système de télémédecine a aidé notre personnel médical à améliorer ses connaissances et ses compétences. Avec lui, les patients peuvent aussi avoir des diagnostics certifiés. Il n'améliore pas seulement l'efficacité médicale, mais il soulage aussi le fardeau des patients. Pour répondre à l'appel de la nation et créer des alliances médicales régionales afin d'intégrer les ressources médicales, l'hôpital a également envoyé des spécialistes vers des zones reculées pour aider à y former d'autres médecins. Toutefois, les experts disent que le système a besoin de bien plus de médecins généralistes. Je pense que le principal problème maintenant en Chine dans le secteur médical, c'est que nous manquons de médecins de famille ou de médecins généralistes. La proportion est bien inférieure aux pays développés. Donc je pense que dans le futur, si nous voulons vraiment améliorer les soins médicaux, la qualité des soins en particulier pour ceux vivant dans les zones suburbaines ou dans les régions très reculées, nous devons avoir plus de médecins généralistes.
La Chine a connu des progrès remarquables dans la réforme médicale au cours de ces dernières années, mais elle fait face encore à de nombreux défis dans le domaine. Lors de l'ouverture du 19e congrès national du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a déclaré que le pays cherchait à renforcer la construction du système médical dans les zones reculées. On espère donc que ces zones reculées aient accès à des services de haute qualité avec un personnel expérimenté. La Chine participe activement au commerce international depuis longtemps, mais l'influence internationale de la Chine se limite-t-elle à l'économie? Reportage de James Berman depuis Washington. Ces dernières années, l'influence de la Chine dans le monde n'a cessé de grandir. Le parti a uni et conduit le peuple chinois au prix d'inlassables efforts, propulsant la Chine au premier plan en termes de puissance économique et technologique, de capacité défensive et de force collective nationale. La position internationale de la Chine s'est renforcée comme jamais auparavant. De nombreux experts disent que l'approche chinoise vis-à-vis de l'investissement économique est en train de transformer l'économie mondiale. Ralph Winnie est à la tête du China Center à l'Institut Eurasia, un think tank basé aux États-Unis. La politique chinoise a été de ne pas se mêler dans des affaires intérieures des autres pays. Ce que la Chine veut, c'est créer une situation gagnant-gagnant, un partenariat de confiance basé sur le commerce et avec l'ambition d'améliorer la vie des populations. Cette approche non conflictuelle à l'égard des investissements directs étrangers a été accueillie chaleureusement par de nombreuses nations et particulièrement dans le monde en développement. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné dans son rapport que la Chine ne fermera pas ses portes au reste du monde et qu'elle s'ouvrira toujours davantage. Cela signifie que les entreprises et les investisseurs étrangers auront plus d'opportunités d'accéder au marché chinois. L'influence de la Chine ne se limite pas au commerce. La Chine ayant pris les commandes dans des domaines tels que le changement climatique, de plus en plus de gens s'intéressent à ce pays. Le tourisme et les échanges de personne à personne ont augmenté et de plus en plus de pays voient la Chine de manière positive. Les chiffres du PIB à eux seuls ne disent pas tout. La croissance du PIB au dépend de l'environnement, par exemple, c'est peut-être ce qui s'est passé autrefois en Chine. Je suis très heureux de voir ça. Tel que je le comprends, une partie importante de la vision de Xi Jinping, c'est qu'il veut que la Chine progresse dans toutes les dimensions, économiques, sociales, environnementales, ethniques, etc. L'importance grandissante de la Chine intervient alors que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, semblent se désengager de la scène internationale tout en promouvant des politiques économiques protectionnistes. L'interrogation pour les États-Unis, c'est de savoir quel va être notre rôle. Allons-nous les traiter comme des amis ou allons-nous les voir comme des adversaires potentiels? Selon une enquête récente du Pew Research Center, les gens font davantage confiance à Xi Jinping qu'à Donald Trump pour prendre les bonnes décisions concernant les affaires du monde. Le progrès du pays lumineux et l'amélioration du niveau de vie de la population chinoise n'en est pas moindre. Nous vous proposons un aperçu de l'amélioration du bien-être public au cours des 5 dernières années. Le peuple espère une meilleure éducation, un travail plus stable, une sécurité sociale plus sûre, des services de santé d'un plus haut niveau. L'éducation est considérée comme un élément important du développement des personnes, d'où le développement du droit à l'éducation. Un système éducatif performant est donc un avantage majeur. De nos jours, l'éducation obligatoire de 9 ans a été généralisée presque dans tout le pays. Les enfants qui habitent dans les montagnes ou dans des zones moins développées peuvent également aller à l'école. Pour l'année 2017, le budget de l'éducation est de 117 milliards de yuan, soit 17,75 milliards de dollars. Une fois que l'éducation des zones sous-développées sera assurée, elles pourront sortir de la pauvreté. Depuis fin 2012, le gouvernement chinois ne cesse de s'engager à assister les zones sous-développées à sortir de la pauvreté. I think what I've seen in terms of the strategy for China
it's a number of things happening at the same time. This poverty reduction could reach a variety of people across the country. Les familles pauvres quittent la montagne, trouvent du travail et déménagent dans les appartements urbains. Durant les 5 années écoulées, le taux de pauvreté s'est réduit de 10,2% à 4,5%. Tous les paysans vont avoir de meilleures conditions de vie et une vie plus heureuse. Pero además que cuando hablas con la gente aquí lo ves, que la gente comprende eso, lo hace propio. Y eso es un valor formidable. Aucune personne sera abandonnée dans la voie de l'enrichissement. Avec l'accroissement du nombre des personnes âgées, le gouvernement chinois prend de plus en plus de mesures pour le confort de leur vie quotidienne. La vie quotidienne des personnes âgées est une part importante dans la vie de la population. Les pensions de retraite ont augmenté depuis ces 12 dernières années. Pour l'année 2017, les pensions de retraite ont été augmentées de 5,5% par rapport à l'année 2016. À part l'augmentation des pensions de retraite, l'assurance maladie joue également un rôle prédominant dans la vie quotidienne des Chinois. Depuis ces 5 dernières années, l'assurance maladie a couvert toute la Chine. Les citoyens peuvent voir le médecin quel que soit l'endroit où ils résident. Le système d'assurance médicale a été unifié pour les résidents urbains et ruraux, améliorant ainsi l'équité du système de sécurité sociale. Les coûts des médicaments ont été réduits, les frais médicaux ont été augmentés raisonnablement pour éviter des pertes d'intérêt des médecins. Établissant le système de diagnostic et de traitement hiérarchique, le gouvernement chinois a pris des mesures de sorte que des ressources médicales de haute qualité circulent longitudinalement et servent les patients urbains et ruraux. Avec l'amélioration des conditions de vie, l'environnement devient de plus en plus important pour la vie quotidienne des citoyens. La lutte contre le smog de pollution dans la zone Beijing, Tianjin, Hebei, 2 villes et une région, devient la première priorité du gouvernement chinois. Durant ces 5 dernières années, la qualité de l'air a été beaucoup améliorée. La paix et la sécurité d'un pays sont les premiers besoins une fois que toute la population a de quoi se nourrir. La stabilité de la société est donc indispensable. Dans les 5 ans qui viennent, la vie du peuple chinois ira de mieux en mieux. Le premier plénum est en cours et l'apparition des membres permanents du 19e bureau politique central est prévue dans une vingtaine de minutes. Avant de nous rendre sur place, je vous propose d'exploiter davantage cet événement avec notre invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, issu du premier plénum, le bureau politique central sera élu. Alors, pouvez-vous nous donner plus de détails sur son rôle au sein du parti et sur sa place dans le système politique chinois? Le bureau politique, c'est vraiment le noyau de la direction. Oui. Vous savez, le comité central compte un peu plus de 200 membres qui viennent un peu partout de toute la région de la Chine. Oui. Il ne peut pas se réunir en permanence. Alors, qui assure la permanence? Eh bien, c'est le bureau politique. Et même les membres du bureau politique ne peuvent pas se voir tous les jours. Bon, chacun travaille voilà, avec son domaine. Donc, il y a encore une équipe qui s'appelle les membres permanents du bureau politique. Donc, pratiquement, quotidiennement, ils doivent se concerter par tous les moyens pour prendre les décisions les plus importantes concernant les dossiers les plus cruciaux. Donc, c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui joue le rôle de noyau de la direction du parti.
Et quand on parle de la direction du parti, c'est la direction du pays. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des gens qui ont une très très lourde responsabilité. Voilà. Parce que toutes les décisions qu'ils prennent devraient orienter le pays entier, voilà, vers telle ou telle direction. D'accord. Alors, puisqu'ils sont tellement importants, alors je m'intéresse de quelle manière les membres permanents sont-ils été élus et quelles sont leurs missions respectives? Bon, on a évoqué tout à l'heure, c'est le comité central qui vient d'être élu à leur tour, voilà, à l'occasion du congrès, qui devrait élire les membres du bureau politique ainsi que les membres permanents. Donc on verra bientôt le résultat. Donc c'est un système d'élection et de sélection. Voilà, c'est un système spécifique, voilà, un système combiné d'élection et élection qui est appliqué aussi à l'occasion de l'élection des membres du comité central. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été, voilà, choisis par élection et par sélection. Je vais m'expliquer un peu plus, parce que ça devrait être intéressant donner un peu plus de détails sur cela. Pour ceux qui s'intéressent à ce système. À mon avis, c'est un système très ingénieux. Alors, d'abord, pour élire des gens, il faut avoir des candidats. Alors, quels sont les candidats? Ce sont les candidats qui sont proposés aux différents échelons, voilà, de l'organisation du parti. Et puis, on élit, voilà, les membres à l'échelon supérieur. D'accord? Mais déjà, à la base, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. L'organisation de base du parti propose quelques candidats. Il propose des candidats par quels critères? Bon, il faut que ce soit des membres du parti modèles, c'est-à-dire qui travaillent bien, qui réalisent les performances et qui sont reconnus. En plus, ce sont des gens qui sont voués, voilà, aux intérêts publics. En aucun cas, il ne faut pas que ce sont des gens qui cherchent leur propre intérêt, parce que voilà, ils risquent d'avoir des problèmes de corruption. Bon, alors on propose donc les candidats, mais est-ce que on se contente de proposer des candidats? Non. Il y a un système de vérification très sévère. Très sévère. Très sévère. Pendant pratiquement un an, le comité central du 18e congrès, voilà, pour préparer justement la naissance du nouveau comité central, a organisé un travail de vérification pour voir si ces candidats proposés aux différents échelons inférieurs correspondent aux critères exigés par le statut du parti. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils ont envoyé des groupes dans les différentes provinces, grandes villes, régions autonomes, mais aussi dans les institutions étatiques, les ministères, les grandes entreprises étatiques qui ont des rangs hiérarchiques assez élevés, voilà, pour voir est-ce que les organisations du parti de différents échelons ont vraiment proposé des candidats qui répondent aux critères. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque ces groupes de vérification arrivent sur place? Ils mènent des enquêtes. Des enquêtes. Des enquêtes ouvertes ou un peu, voilà, discrètes auprès de la population, auprès des autres membres du parti, pour voir est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de tel ou tel candidat. Est-ce que c'est un homme qui est digne? C'est un membre du parti qui est digne. Bon. Et très souvent, on peut avoir, voilà, des réactions, voilà, positives ou négatives. Et ils ont aussi des entretiens directs avec les gens proposés, voilà, pour voir effectivement est-ce que, voilà, c'est un candidat qui est digne. Après cette vérification, on peut confirmer certaines propositions, mais on peut aussi rejeter certaines propositions. Il y a eu des cas, voilà, on a cité des cas justement, voilà, où certains candidats proposés ont été rejetés parce qu'il y a eu des, voilà,
des mécontentements de la part de l'opinion de l'environ. Ils disent que bon, c'est pas un homme voilà, tout à fait digne, etc. Bon, il y a eu des cas. Et il y a même eu des cas plus graves. Oui. Au cours de ces vérifications, on a trouvé que certains, non seulement ne sont pas dignes, en plus ils ont des problèmes. Voilà. Et à ce moment-là, après vérification, on demande à l'échelon du parti de faire l'enquête sérieuse pour voir s'il s'agit vraiment des cas de corruption, par exemple. D'accord. Et il y a eu des cas voilà, qui ont été sanctionnés, traduits en justice en plus. Voilà. Bon, donc c'est un système de vérification très efficace. Après, on sélectionne vraiment des bons éléments. Oui. Et évidemment, au cours de ces vérifications, vous pouvez penser à un cas contraire. Oui. Un membre qui travaille bien, il peut avoir des réactions de la part de l'opinion de son environnement. Exactement. Un peu négatives aussi. Oui. Parce que s'il travaille bien, s'il touche les intérêts de certains qui ne sont pas mécontents, qui ne sont pas très contents, il peut aussi avoir des réactions négatives. Mais à ce moment-là, la vérification sert aussi à quelque chose. Parce qu'après vérification, si on dit que c'est un homme qui travaille bien, voilà, ce n'est pas pour ses intérêts personnels, c'est pour les intérêts généraux de tout le monde, voilà, au détriment de certaines catégories de gens. Voilà, on laisse tomber les rumeurs. Bon, donc vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un travail très sérieux. En moyenne, par province, 1500 entretiens ont eu lieu. 1500 entretiens ont eu lieu par province durant un an par ces groupes de vérification. Vous voyez, donc c'est un travail très sérieux. C'est un travail énorme, voilà. en effet. Et en plus, lorsque vous avez réussi à établir une liste de candidats proposés, cela ne veut pas dire que tous les candidats soient élus. Parce que ce sont les candidats. Oui, ce sont justement des candidats. Ce sont les candidats. Bon. Les candidats présélectionnés, proposés au comité central du 18e congrès, ils vont voir, bon, est-ce que c'est bon, bon, ils vont sélectionner en plus. D'accord. Parce que bon, il faut toujours un nombre plus grand pour pouvoir sélectionner. Ils vont sélectionner une liste définitive des candidats, encore une fois des candidats, pas des membres du comité, parce qu'il y a l'élection aussi. Ils proposent cette liste définitive des candidats au congrès. Au congrès du 19e, cette fois-ci, 19e congrès. Et on a vu le vote, voilà, l'autre jour. On a voté pour élire les membres du comité central. Est-ce que tout le monde a été élu? Non, parce que, voilà, puisqu'il s'agit d'une élection, il y a forcément des gens qui sont élus et d'autres qui n'ont pas été élus. Bon. Alors, on a donné des chiffres intéressants. Alors, on a proposé pour les membres du comité central 222 personnes. Voilà. Et combien ont été élus? 204. Donc, 204. Il y en a eu 18, malheureusement, qui ont été écartés. C'est l'élection. C'est l'élection. Donc, voilà. Et il faut vraiment répondre aux aspirations de tous les votants. Exactement. Voilà. Bon. Alors, c'est le même cas pour les membres suppléants. C'est le même cas pour les membres de la commission disciplinaire. D'accord. Donc, je pense que c'est un système, comme je l'ai dit, très ingénieux, parce que si vous recourez uniquement au système de l'élection, voilà, c'est très difficile pour les électeurs de voir quels sont les meilleurs éléments que je devrais soutenir. Bon. Donc, on propose d'abord les candidats après une sélection, une sélection propose les meilleurs candidats, les meilleurs éléments, mais après vérification pour que les électeurs, les membres du parti de base puissent élire déjà les meilleurs éléments à un échelon de base, et puis ainsi de suite pour élire à leur tour les membres, du comité régional, c'est-à-dire au niveau supérieur, et finalement, les membres du comité central. Du comité central. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est pour garantir que tous les éléments soient vraiment des éléments, des personnes qui répondent aux critères définis dans le statut du parti.
Donc c'est très intéressant et à mon avis c'est un système très efficace. Donc cela signifie non seulement un honneur mais également ou plutôt une grande responsabilité d'être élu comme membre du comité central. Parce qu'ils sont élus, ils ne sont pas là pour se reposer. S'ils sont élus, c'est pour bien travailler. Parce que si on les élus, c'est pour qu'ils travaillent au profit du pays, de la population. Exactement. Et nous savons qu'entre deux congrès nationaux du PCC, il y a généralement 7 sessions plénières. Alors, est-ce que le thème des sessions reste le même chaque année? C'est à peu près, c'est à peu près les mêmes règles. Bon, normalement, aussitôt après un nouveau congrès, vous avez la première session plénière comme le cas d'aujourd'hui. C'est pour élire les membres du bureau politique et les membres permanents. Ça, c'est déjà un premier pas pour un nouveau congrès, pour un nouveau comité central, de pouvoir travailler ensuite, parce qu'il faut bien un noyau pour la direction. Et ensuite, quelque temps après, puisque chez nous, normalement, au printemps, il y a toujours... les 2 sessions. Voilà, les 2 sessions. Et pour l'année prochaine, pour le cas de l'année prochaine, il s'agit en plus de renouvellement. Exactement. Donc, la deuxième session prépare justement les 2 sessions. Alors, les 2 sessions parlementaires. Mais de quelle manière? Alors, donc, il faut surtout, puisqu'il y a un renouvellement, il faut surtout, comme ce qui s'est passé au sein du parti, préparer une liste des candidats qui assurerait la direction du Parlement. Parce que chez nous, vous savez bien, c'est le Parti communiste qui dirige. Quand on dirige, il faut bien vérifier que ce soit les bonnes personnes qui travaillent. Donc, prépare la liste. Dans le cas où il y a un renouvellement. Mais dans les autres cas, dans les années ordinaires, où il n'y a pas de renouvellement, il faut aussi préparer pour voir le travail de l'année en cours du gouvernement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il faut bien préparer ceci. Il propose, à la session parlementaire prochaine, un rapport de travail, à la fois pour faire le bilan et pour définir le travail à accomplir pour l'année suivante. Donc, le parti doit faire ce travail au niveau politique. D'accord? Le parti ne va pas entrer dans les détails techniques. C'est la tâche du gouvernement. Mais comme c'est le parti qui dirige le pays, les grands principes, les grandes lignes doivent être préparés. Donc c'est la deuxième session qui prépare donc les sessions parlementaires. Donc il y a une troisième session qui devrait arriver normalement un peu plus tard, mais toujours dans l'année qui suit le congrès, en automne en général, pour les grands dossiers de développement du pays. Donc il s'agit plutôt du domaine économique. Économique, ou la réforme dans les structures de l'État, etc. Normalement, la troisième session étudie les grands dossiers du développement. Et bien sûr, l'économie occupe toujours une place importante, parce que l'économie, c'est la base de toutes les activités. Alors, et puis, une 4e session pour l'année suivante, pour l'année suivante, c'est-à-dire une 4e session, étudie aussi les dossiers qui se présentent. On examine, en suivant l'évolution de la situation, on examine les choses. Des missions de l'époque. Bien sûr. On prend aussi les grandes décisions à ce moment-là, pour voir comment on peut mieux encadrer les activités du pays, orienter le pays dans la bonne direction, etc. Par exemple, la 4e session du 18e congrès, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une grande décision pour mieux établir l'état de droit. D'accord? Parce qu'on a trouvé que maintenant, c'est le moment de renforcer les efforts pour établir un état de droit. Et puis, la 5e session plénière, normalement, c'est aussi pour un programme de développement économique et social
au moyen et à long terme voilà, du pays. Voilà, d'accord. Bon. Et puis, l'année dernière, c'était justement pour proposer voilà, un programme de développement dans le cadre de 13e plan quinquennal. D'accord. Mais si jamais il n'y a pas la nécessité de préparer un plan quinquennal, et puis il y a toujours un plan annuel. Donc il faut toujours voir voilà, un plan de développement à moyen ou à long terme. Donc, voilà, ça c'est le travail de 5e session. Voilà. Normalement, voilà, normalement. Et 6e session se concentre plutôt dans l'édification du parti lui-même. Voilà, parce que on sait bien l'importance de l'édification du parti lui-même. Il faut que le corps du parti soit propre. Voilà. C'est d'ailleurs là toujours cette nécessité de mener une lutte sans merci contre la corruption et au sein du parti. Voilà. Donc normalement 6e session c'est ça. Voilà. C'est pour voilà, l'assainissement du corps du parti. Et 7e session, vous savez, c'est toujours à la veille du nouveau congrès, voilà, national pour du PCC. Bien préparer voilà, le nouveau congrès. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, c'est devenu, depuis voilà, 2 ou 3 décennies, une habitude. D'accord. Bon, il peut toujours y avoir des exceptions. Hein. Quand il y a des dossiers importants, eh bien, on peut se réunir pour traiter ce dossier voilà, urgent et important. Alors, toutes ces 7 sessions sont bien organisées. Alors, dans l'histoire du PCC, est-ce qu'il y a eu des plénums qui ont marqué de leur empreinte le développement de la Chine? Oui, il y en a eu particulièrement 2 sessions plénières qui ont marqué l'histoire de la Chine, en fait. Alors, la première, c'est la 2e session plénière issue du 7e congrès du parti, qui a eu lieu en 1949, juste à la veille de la création de la République populaire de Chine. Voilà. Exactement. C'est une session voilà, donc, qui annonce la naissance de la Chine nouvelle. Et surtout dans cette session, le président Mao a insisté sur le fait que, une fois le pouvoir pris, le Parti communiste chinois, au pouvoir, devrait garder sa tradition et sa vocation de servir le peuple. Il ne faut pas que le parti commence à se réjouir. Voilà. C'est très important. Voilà. C'est une session qui a pu voilà, donner une direction bien définie de ce que le parti doit faire après la lutte armée, après la période de lutte armée, et entrer dans la phase de construction. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà. Deuxième session qui a marqué l'histoire, c'est la 3e session issue du 11e congrès voilà, du parti. C'était en 1978, l'année où la Chine a commencé la politique de réforme et d'ouverture. Et c'est justement cette session qui a pris la décision. Vous savez, c'était la fin de la révolution culturelle. Voilà. Le pays était un peu voilà, ruiné et la direction du parti a finalement voilà, pris une grande décision voilà, de mener la Chine dans une nouvelle étape de développement. C'est pour ça que hier, je crois, nous avons évoqué voilà, 2 étapes cruciales pour le développement, pour l'évolution de la société chinoise dans l'histoire contemporaine. D'abord, en 1949, c'est l'année où la Chine s'est redressée. La Chine est redevenue debout. Voilà. Donc, ça correspond à la session dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis, l'année 1978, c'est l'année où la Chine s'est engagée dans la voie d'enrichissement. Voilà. Donc cette session marque, pourquoi marque l'histoire? C'est parce que voilà, ce sont des sessions qui ont marqué les étapes voilà, tournantes dans l'histoire contemporaine de la Chine. Voilà. Bon. Donc voilà, vous voyez, même des sessions plénières de ce genre, et pas forcément des congrès eux-mêmes, peuvent jouer un rôle crucial. Exactement. Comme vous l'avez déjà mentionné de maintes reprises, alors le PCC est en effet le parti dirigeant de la Chine. Mais en même temps, en effet, en Chine, nous avons d'autres partis. Pouvez-vous nous expliquer davantage le système des partis politiques en Chine?
Oui, vous avez raison de dire que en Chine, il n'y a pas que le Parti communiste chinois qui est là, il y a d'autres partis, mais c'est le Parti communiste chinois qui est au pouvoir. C'est le seul parti qui est au pouvoir. Donc les autres partis politiques, ce ne sont pas des partis d'opposition. Ça, il faut être clair. Ce sont des partis alliés. Et ce sont des partis qui ont lutté ensemble avec le PCC avant 1949 pour renverser l'ancien régime. Voilà, pour sortir la Chine de la misère, des agressions étrangères, voilà, des guerres civiles. Bon, ce sont des partis alliés. Et après la naissance de la République populaire de Chine, ce sont des partis qui continuent à coopérer avec le PCC jusqu'à aujourd'hui, voilà, et qui jouent un rôle consultatif. Ils travaillent, collaborent avec le parti. Donc, et ça marche très très fort. C'est pour cette raison que nous avons un système assez spécifique, voilà, de chez nous, qui s'appelle le système de consultation politique. Voilà, nous avons une conférence populaire de consultation politique chez nous. Certains comparent cette conférence politique consultative au Sénat du système parlementaire occidental. Mais en fait, il y a quand même une différence. C'est que les membres de la conférence voilà, consultative politique du peuple chinois ne sont pas élus. Ce sont des représentants des différents milieux sociaux, des représentants des partis alliés du Parti communiste chinois. Voilà. Et donc, c'est une institution assez spécifique, mais qui joue un rôle important. Parce qu'ils proposent, ils surveillent, ils donnent des idées, et ils participent, voilà, à la gestion de la gouvernance. Il y a des vice-ministres, parce que les ministres normalement, voilà, en principe, ce sont tous des membres du parti, mais il y a eu des exceptions. Bon, mais dans beaucoup de ministères, il y a des vice-ministres qui ne sont pas membres du parti. PCC. Voilà, ce sont très souvent des membres des partis alliés. Donc ils participent à la gestion, voilà, du pays, à la gouvernance du pays. Et d'ailleurs, au moment du congrès, de ce 19e congrès, il y a des représentants des autres partis qui sont invités pour assister au congrès. Vous voyez, donc il y a une forte collaboration, voilà, parfaitement harmonieuse entre le Parti communiste chinois et les autres partis. Donc c'est un système assez particulier, mais qui marche très très bien. En plus, comme on a évoqué justement la conférence qui était considérée plus ou moins comme Sénat, mais qui n'est pas en fait la même chose, il y a bien sûr le Parlement chinois, c'est l'Assemblée populaire de la Chine. Voilà, l'Assemblée nationale populaire. Bon. Et dans cette Assemblée nationale populaire, bien sûr, c'est le Parti communiste chinois qui occupe la majorité des sièges, mais il y a aussi des membres des partis alliés, qui sont les membres, voilà, qui sont les délégués dans l'Assemblée populaire, voilà, nationale. Voilà. Donc ils participent aussi à l'élaboration des lois. Voilà. Ils peuvent critiquer le travail du gouvernement si ça ne marche pas bien. Voilà. Ils formulent des propositions. Voilà. Bon. Donc ils participent activement, voilà, aux activités de gouvernance du pays. Ils aident en fait, en quelque sorte, le Parti communiste chinois à mieux diriger le pays. Donc c'est un système, voilà, qui est assez intéressant, voilà, très spécifique, très spécifique, très particulier, comme vous Donc dites, en effet, la relation entre le PCC et d'autres partis politiques en Chine sont moins adversaires. Il s'agit plutôt d'une collaboration. Tout à fait. Ce ne sont en aucun cas, ce ne sont pas des partis d'opposition. Ce sont des partis alliés du Parti communiste chinois. Exactement. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que voilà, cela permet justement de mieux centrer tous les efforts, voilà, pour diriger un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants. Il ne faut jamais oublier ceci. Il y a autant de bouches à nourrir. Ça, c'est déjà la première tâche importante. Bon. Il ne faut pas que les gens perdent leur temps dans les querelles inutiles. Bon, voilà. Donc on travaille avec les efforts concertés,
voilà, pour arriver à un même objectif. Ça, c'est très important. Mais justement, quand on pense à un parti unique qui est au pouvoir, avec des partis alliés, quand il n'y a pas les partis d'opposition, est-ce qu'il y a le problème de confusion? Oui, évidemment, oui. Bon, c'est pour ça que nous menons une lutte sans merci contre la corruption. Mais il faut savoir une chose. La corruption, ce n'est pas un privilège de tel ou tel pays. Oui, ou de tel ou tel cela système. existe dans tout le monde. C'est un phénomène malheureusement universel et humain. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de voir qui peut avoir les moyens efficaces pour lutter contre la corruption. C'est ça qui est important. Voilà, il y en a des pays, voilà, et beaucoup de pays essayent de freiner ce phénomène. Voilà. Il y en a qui réussissent plus ou moins bien. Chez nous, en Chine, à mon avis, voilà, on réussit assez bien. Je crois qu'on a évoqué l'autre jour. On a réussi à identifier les corrompus même au niveau, au top niveau. Voilà. Quelques membres du bureau politique ont été sanctionnés, condamnés. Voilà. Donc voilà, vous voyez, une lutte contre la corruption chez nous en Chine, c'est quelque chose qui est mené avec beaucoup de succès, avec beaucoup d'effets dissuasifs. Voilà. Le secrétaire général a toujours dit, la pression reste forte, voilà. La dissuasion reste constante. C'est une lutte toujours en cours. Donc chez nous, c'est très efficace. Et cet effort est également inscrit cette fois-ci dans les statuts du PCC. Alors nous savons qu'à l'occasion du 19e congrès national du PCC, une révision des statuts du parti a également été approuvée. Alors selon vous, pourquoi une telle révision? Oui, vous avez raison. Voilà. Comme on a adopté 3 documents, le rapport du comité central du 18e congrès, le rapport de la commission disciplinaire, et on a aussi adopté le document concernant l'amendement du statut du parti. Voilà. Bon, on a adopté parce que tout simplement les tâches évoluent. Voilà, les tâches évoluent, le contexte national, international évolue. Donc il faut que le statut s'adapte à la nouvelle situation. Voilà. Au besoin de l'époque. Voilà, il faut que les membres du parti puissent suivre avec un document bien clair, bien défini, qui répond aux nouvelles exigences du travail. Du coup, on a repris dans le statut, dans le nouveau statut du parti, tous les éléments essentiels du rapport. D'accord? On a bien parlé de ce rapport. Tous les éléments ont été traités. C'est un rapport formidable qui a couvert tous les domaines de travail, économique, politique, culturel, tout. Bon. Et ce statut, avec ces nouveaux amendements, a repris tous ces éléments. Je pense que c'est utile, parce qu'après le congrès, il faut bien que les gens suivent la nouvelle ligne politique du parti, avec un statut bien clair, bien défini, bien rénové. Voilà. Donc voilà, c'est le rôle du statut, un nouveau statut qui est là. Et tout en attendant la rencontre avec les nouveaux membres permanents du bureau politique central, je propose de revoir le bilan des 5 années écoulées. Alors tout d'abord, en effet, depuis son 18e congrès national, le PCC a mis sur pied une réforme approfondie et globale qui se concentre sur le développement dans les domaines économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux. Alors je m'intéresse tout d'abord quelles circonstances nationales et internationales ont poussé de manière impérative la Chine à entreprendre cette réforme. Bon, alors, d'abord, national. National, je crois qu'on a bien parlé. L'époque a évolué, les Chinois sont plus riches, cela étant, les gens sont plus exigeants. Les gens sont plus exigeants, ce n'est pas parce qu'on est plus riche, qu'on se contente. Et on ne veut plus rien. Je suis désolée de vous interrompre, mais la rencontre avec les membres permanents du bureau politique central est sur le point de commencer. Rendons-nous sur place. Les amis de la presse, distingués invités, bonjour. Ce matin,
Le 19e comité central du Parti communiste chinois a tenu la première session plénière et a élu les nouvelles instances de la direction du comité central. C'est un privilège pour nous d'avoir invité le secrétaire général du comité central et les autres nouveaux membres du comité permanent du bureau politique du 19e comité central du PCC pour vous rencontrer ici. It is my privilege to invite the newly elected General Secretary and other members of the Political Bureau Standing Committee to meet Chinese and foreign press. Maintenant, je vous prie d'applaudir le secrétaire général et les autres nouveaux membres du comité permanent du bureau politique du comité central. Je vous prie d'applaudir camarade Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, pour une allocution. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis, bonjour. Hier, le 19e congrès national du Parti communiste chinois a été clôturé avec succès. Je vois beaucoup de journalistes qui ont fait des reportages sur ce congrès et beaucoup d'entre vous ont parcouru un long chemin pour couvrir ce congrès. Il s'agit des reportages suffisants. Vous avez beaucoup travaillé. Vos reportages sur le congrès ont attiré l'attention du reste du monde. Je voudrais vous dire mes remerciements sincères pour votre travail. Good morning. The 19th National Congress of the Communist Party of China was concluded yesterday. The Party Congress has received extensive and detailed reporting by our friends from the press, with many of you coming from afar. You have worked very hard, and your media coverage has captured the attention of the world. I want to say a big thank you to you all. Depuis l'inauguration de ce congrès national, 452个主要政党发来了855份贺电。 Nous avons reçu 855 messages de félicitations de 450 partis politiques de 165 pays, dont 814 messages de félicitations ont été envoyés par les chefs de gouvernement, chefs d'État ou bien les chefs des responsables des organisations des partis politiques de différents pays. Ici, au nom du comité central du Parti communiste chinois, je voudrais exprimer mes sincères gratitudes. 452 major political parties in 165 countries have sent 855 messages of congratulation. Of these, 814 came from heads of state or government, or the leaders of political parties or important organizations. On behalf of the CPC Central Committee, I wish to convey our sincere appreciation to them all. 在刚才召开的中共19届 Lors de la première session
du 19e comité central du Parti communiste chinois, nous avons élu la nouvelle édition des instances de direction du comité central du PCC. La première session plénière m'a élu secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois. C'est une confirmation de ce que j'ai fait et cela constitue également une incitation et un encouragement dans mon futur travail. And elected a new central leadership. I was re-elected General Secretary of the CPC Central Committee. I see this as not just approval of my work, but also encouragement that will spur me on. 现在我向大家介绍一下 Maintenant, je vais vous faire une présentation des 6 autres nouveaux membres du comité permanent du bureau politique du comité central. Camarade Li Keqiang, camarade Li Zhanshu, camarade Wang Yang, camarade Wang Huning, et camarade Zhao Leji, camarade Han Zheng. Parmi eux, camarade Li Keqiang était déjà membre du comité permanent du bureau politique du 18e comité central du PCC. Les 5 camarades autres étaient membres du 18e comité central du PCC. Sur leur CV ou bien leurs informations, vous pouvez déjà avoir accès dans les médias et sur la presse. Je ne vais pas entrer en détail. While all the others were members of the political bureau of the 18th CPC Central Committee. You can learn more about them from the media. 在这里，我代表新一届中共中央领导成员， au nom des nouveaux membres de direction du comité central, je voudrais remercier la confiance qui nous est accordée par tous les camarades du parti. Nous allons remplir nos devoirs et travailler de manière assidue, être à la hauteur de la confiance. I wish to express our heartfelt thanks to all other members of the party for the trust they have placed in us. We will work diligently to meet our duty, fulfill our mission, and be worthy of their trust. 过去的5年。 Les 5 années passées, nous avons beaucoup travaillé et nous avons accompli quelques tâches, tandis qu'il reste d'autres tâches à remplir. Le 19e congrès national du PCC a fixé de nouveaux objectifs et de nouvelles missions, de nouvelles tâches, et nous allons travailler de manière coordonnée pour appliquer et pour concrétiser ces objectifs. While others need more work. This party congress has set new goals and new tasks. We must make coordinated efforts to see them through. 经过长期努力， Grâce aux efforts inlassables pendant de longues dates, le socialisme à la chinoise est déjà entré dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère est marquée par les nouvelles atmosphères, les nouvelles actions. Le 19e congrès national, entre 19e congrès national et 20e congrès national du PCC, il y a encore 5 ans, c'est une période charnière pour la réalisation des 2 objectifs centenaires. Nous avons réalisé le premier objectif centenaire et il faut inaugurer les nouveaux travaux pour la réalisation du 2e objectif centenaire. Il y a quelques calendriers qui constituent les repères de notre futur travail.
has entered a new era. In this new context, we must get a new look and, more importantly, make new accomplishments. The coming 5 years between the 19th and the 20th Party Congress is a period in which the time frames of the 2 centenary goals will converge. Not only must we deliver the first centenary goal, we must also embark on the journey towards the second centenary goal. As I look ahead to the next 5 years, I see several important junctures and signposts. En 2018, ce serait le 40e anniversaire de lancement de la politique de réforme de l'ouverture sur l'extérieur de la Chine. Cette politique constitue une action importante, décisive pour le destin de la Chine, du peuple chinois. Pendant les 40 dernières années, le peuple chinois a vu leur vie beaucoup améliorée pour réaliser une aisance moyenne. Le peuple chinois n'a cessé de s'enrichir. Nous allons continuer à moderniser le système de gouvernance de la Chine tout en approfondissant les réformes dans différents domaines et tout en élargissant l'ouverture. Et pour que la réforme et l'ouverture s'enrichissent, je suis sûr et certain que le grand renouveau de la nation chinoise se réalisera certainement pendant notre processus de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur. Reform and opening up is a crucial move that is shaping China's future. 40 years of reform and opening up has made it possible for our people to lead decent and even comfortable lives. We will review our experience and build on the good momentum to continue modernizing China's system and capacity for governance, and make determined efforts to comprehensively deepen reform and open China still wider to the world. We will see that reform and opening up complement and reinforce each other. It is my conviction that the great rejuvenation of the Chinese nation will become a reality in the course of reform and opening up. En 2019, nous allons célébrer le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Et nous allons appliquer la nouvelle philosophie de développement en promouvant la croissance économique chinoise durable et saine, qui serait bénéfique pour le peuple chinois et les peuples des autres pays du monde. Nous allons continuer à bien concrétiser les différentes missions fixées par le 13e programme quinquennal, tout en fixant de nouveaux programmes pour le futur travail. Et nous allons travailler dans tous les domaines pour rendre notre République populaire encore plus prospère et puissante. We will act on the new vision for development and strive for sustained and healthy economic growth that benefits people in China and around the world. We will continue our efforts to accomplish all the tasks laid down in the 13th five-year plan, develop new blueprints for China's future, and see the flourishing of all our endeavors. These efforts will contribute towards a more prosperous and strong People's Republic. En 2020, nous allons accomplir l'édification de la société de moyenne aisance dans tous les domaines. Tout le monde participe à cette société et nous allons laisser personne en arrière dans la voie d'enrichissement commun. Nous allons converger la force générale de tout le parti et de tout le pays pour éliminer la pauvreté, pour être à la hauteur de nos engagements. Et l'aspiration d'une vie meilleure, c'est l'objectif de notre lutte et de notre travail. Nous allons mettre toujours le peuple au centre de nos préoccupations pour développer notre pays,
Et nous allons également mettre l'accent sur la protection et l'amélioration du bien-être de la population, tout en augmentant le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité de la population, et les inciter à réaliser une prospérité commune. Je suis sûr et certain que la vie de la population chinoise s'améliore d'une année à l'autre. We will establish a moderately prosperous society across all metrics. This is a society to be enjoyed by each and every one of us. On the march towards common prosperity, no one must be left behind. We will mobilize the whole party and the whole country in a resolute push to deliver on our pledge and eradicate poverty in China. The aspirations of the people to live a better life must always be the focus of our efforts. We must remain committed to a people-centered philosophy of development, strive to ensure and improve living standards, and make steady progress towards enhancing our people's sense of fulfillment, happiness, and security, and towards realizing common prosperity for everyone. I have no doubt in my mind that our people's lives will see further improvement year after year. En 2021, nous allons célébrer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a pour vocation la grande cause de développement de la nation chinoise pendant plus d'un millier d'années. Et le 100e anniversaire, c'est l'apogée du développement, c'est une période importante pour le développement du PCC, qui est le plus grand parti politique dans le monde. Nous devons montrer au reste du monde nos caractéristiques. Nous sommes prêts à conduire le peuple chinois pour réaliser des révolutions sociales de grande envergure et de révolution et de auto-révolution de notre parti. Nous allons maintenir notre dynamisme pour servir toujours le peuple et être toujours le pionnier de toutes les époques et être le leader de la nation. Nous devons continuer à rendre stricte l'autorisation du parti sans aucun sentiment de relâchement et de relax. Et nous allons éliminer tous les virus qui menacent la santé du parti pour créer un style de l'intégrité et de bonne atmosphère politique, tout en dégageant de l'énergie positive du Parti communiste chinois pour promouvoir de manière durable le développement et le progrès de la Chine. For the party which fights for the eternal well-being of the Chinese nation, the centenary only ushers in the prime of life. As the world's largest political party, the CPC must behave in a way commensurate with this status. Its history makes it abundantly clear that the CPC is capable of not only spearheading a great social revolution, but also imposing a great reform on itself. We, as its members, must always have a youthful spirit and forever be the servants of the people, the vanguard of the times, and the backbone of our nation. Exercising full and rigorous governance over the party is a journey to which there is no end. We should never entertain the idea of taking a breather or halting our steps. Instead, we must continue to rid ourselves of any virus that erodes the party's fabric, make great efforts to foster a healthy political environment of integrity, and generate waves of positive energy throughout our party, which can then build into a mighty nationwide force, driving China's development and progress. Le Parti communiste chinois et le peuple chinois est sorti des vicissitudes du passé
Nous avons profondément la conscience de l'importance de la paix et du développement. Nous avons notre confiance en soi, nous avons la dignité et nous allons préserver certainement la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de notre pays. Et en même temps, nous sommes prêts à travailler ensemble avec les peuples des différents pays pour reconstruire ensemble la communauté de destin et contribuer ensemble à la paix et au développement de l'humanité, qui est une cause noble pour l'humanité. The Communist Party of China and the Chinese people have gone through trials and tribulations. These experiences have taught us that peace is precious and development must be valued. With confidence and pride, the Chinese people will be steadfast in upholding our country's sovereignty, security, and development interests. We will also work with other nations to build a global community with a shared future and make new and greater contributions to the noble cause of peace and development for all humanity. L'histoire est toujours écrite par le peuple. Toutes les réalisations, nous les devons à notre peuple. Nous devons nous enraciner au sein de notre peuple pour puiser notre future force de progrès. Nous allons surmonter toutes les difficultés devant nous pour continuer à progresser vers de l'avant. As long as we firmly align ourselves with the people and rely on them, we can and will have boundless energy to forge ahead, come rain or shine. Comme on dit, quand on écoute beaucoup, il vaut mieux le regarder par ses propres yeux. J'invite les amis journalistes de parcourir la Chine, de visiter différents sites de la Chine pour constater le développement et l'évolution de la Chine après le 19e congrès national du PCC pour couvrir de manière globale la situation de la Chine. It is better to see once than to hear 100 times. We encourage members of the press to visit and see more of China. We hope that after the Party Congress, you will continue to follow China's development and progress, and learn about and report on more dimensions of China. Nous n'avons pas besoin de trop d'éloges. Nous aimerons que vous puissiez faire des présentations objectives et des conseils constructifs. C'est-à-dire que nous allons mettre l'accent sur la clarité au lieu de toutes sortes d'éloges irréels. Je vous remercie. For this is our motto. Not angling for compliments, I'd be content that my integrity fills the universe. Thank you. Ainsi prend fin cet événement d'aujourd'hui. Merci, camarade Xi Jinping, secrétaire général, et les autres nouveaux membres du comité permanent du bureau politique du comité central. Je vous remercie pour votre présence, les amis de la presse et les autres amis. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale consacrée au premier plénum du 19e comité central du Parti communiste chinois. Vous venez d'assister à la rencontre avec les membres permanents du 19e bureau politique central. Je vous propose de reprendre la discussion avec notre invité pour mieux comprendre la portée et l'importance de ce moment. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, les 7 membres permanents ont été élus. Est-ce que vous connaissez un peu plus sur leur carrière politique? Bon, ce ne sont pas des inconnus. Ce ne sont pas des inconnus dans la mesure où déjà le secrétaire général, lui-même, il a été élu à nouveau. Voilà. Réélu, voilà. Secrétaire général. Il y a aussi M. Li Keqiang, Premier ministre, qui a été réélu, membre permanent du bureau politique. Les 5 autres étaient tous membres du bureau politique, mais cette fois-ci sont devenus membres permanents. Donc ce ne sont pas des inconnus. Alors, M. Li Zhanshu, voilà, le 3e dans la liste, en dehors de ce titre de membre du bureau politique du 18e congrès, il occupait toujours la fonction, je ne sais pas s'il va continuer à occuper cette fonction, du directeur du cabinet du comité central. C'est un poste clé. Un poste clé. Bon, voilà. Qui dirige en fait toutes les affaires courantes voilà, du comité central. Il y a aussi M. Wang Yang, voilà, vice-premier ministre, l'un des principaux collaborateurs du Premier ministre Li Keqiang, chargé surtout des dossiers économiques. Voilà. Il y a M. Wang Huning, qui est à la fois membre du bureau politique du 18e congrès, mais aussi membre du secrétariat du parti. C'est celui qui se chargeait, il va probablement se charger toujours de l'élaboration des grands dossiers du parti. Voilà. Il est devenu donc aujourd'hui membre permanent. Il y a M. Zhao Leji, membre du bureau politique toujours, du 18e. Il s'occupait de l'organisation du parti. C'était le directeur du département de l'organisation du parti. Donc tout ce qui concerne l'édification du parti lui-même, c'est son boulot. C'est son boulot. Je crois qu'il va continuer à mener cette grande tâche d'édifier le parti. Le secrétaire général, M. Xi, a encore une fois insisté sur l'importance de bien édifier le parti lui-même, assainir le corps, il a dit à maintes reprises. Bon. Éliminer tous les virus qui abîment le corps. Bon, je crois que c'est M. Zhao Leji qui va, s'il ne change pas de fonction, il va continuer à travailler dans ce domaine. Et enfin, il y a M. Han Zheng, qui était le secrétaire du parti de la ville de Shanghai. La ville de Shanghai, vous savez, à part Pékin, c'est la plus grande ville de Chine. C'est la ville pionnière dans le domaine économique et des échanges industrielle, qui joue un rôle très important dans le développement économique. Il sert aussi de modèle. Parce que Pékin, vous savez, c'est la capitale, c'est le centre politique. On essaye d'ailleurs de déplacer les secteurs économiques, surtout industriels, un peu de Pékin vers des régions avoisinantes. Mais Shanghai joue toujours ce pôle industriel et commercial, mais aussi un port d'ouverture vers le monde extérieur. Bon. Chez nous, il y a beaucoup de zones expérimentales dans les échanges extérieurs, mais Shanghai joue un rôle particulier. Non seulement pour le commerce, les échanges entre les marchandises, mais aussi pour l'ouverture en matière financière. D'accord ? Donc, c'est le secrétaire du parti de la ville de Shanghai qui est devenu aujourd'hui membre permanent. Bon, il était membre du bureau politique, mais il est devenu... Donc, ce ne sont pas des inconnus. Bon, ils ont beaucoup d'expérience. D'ailleurs, tous ces dirigeants du Parti communiste chinois, il faut savoir,
à commencer par M. Xi Jinping lui-même, ce sont tous des gens qui ont acquis, dès le début de leur carrière politique, des expériences à la base. Oui. Ils ont grimpé tous les échelons à partir de la base. Le secrétaire général, M. Xi Jinping lui-même, il a été secrétaire du parti d'un village. Oui. Et après, ainsi de suite, secrétaire du parti d'un district, d'une région, d'une ville, d'une province. Et puis du parti. Pratiquement, tous ces gens-là ont eu des expériences à la base. Voilà. C'est une règle, finalement, de notre système de sélection et d'élection. Vous voyez, on a parlé de ça. Bon, ce sont des gens... Donc ils connaissent bien la Chine de la base. Très expérimentés. Voilà. Très expérimenté, il y a certainement cette capacité de diriger pour les 5 ans à venir la Chine, le parti. Et exactement. Et en même temps, dans le discours donné par le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, il a mentionné des jalons à venir pour les 5 prochaines années. Alors si il faut les résumer dans 1 ou 2 minutes, comment allez-vous faire le résumé? C'est ce qu'on a dit depuis ces derniers jours. Nous nous trouvons dans une période charnière, puisque on va atteindre le premier objectif centenaire dans 2 ans, et on aura une lourde tâche pour entrer dans une nouvelle étape de développement. Exactement, en effet, il a mentionné 5 ou 4 jalons historiques. Oui, exactement, et ce sont des tâches tellement importantes à accomplir pour le nouveau bureau politique central. Et merci pour vos éclaircissements sur toutes ces questions. Et c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. À bientôt.